parti. Voilà. On verra bien si ça marche. Donc, pour vous expliquer un peu voilà, le contexte, là j'ai mon plan sous les yeux. Et donc mes questions, c'est plus concret, c'est ça signifie quoi pour vous rencontrer quelqu'un? La première question, c'est rencontrer quelqu'un, c'est quoi? C'est qui vous pose la question? Ah bah c'est... Moi je m'occupe pas des mineurs encore. Donc, la rencontre en général. Enfin, rencontrer quelqu'un. c'est après mon avis. Moi, j'ai envie de dire que très charmant, votre question, pour moi, ne signifie rien. D'accord. Parce que Ou alors, pour être autrement, c'est que pour moi, chaque rencontre est individuelle. voilà, donc ça c'est... D'accord. C'est plus gentil que de dire l'autre voilà. chose. Mais c'est vraiment, c'est le caractère singulier de la rencontre. Complètement. Voilà. Pour moi, c'est vrai. Mais genre, pour d'accord. moi, il n'y a pas de définition de la rencontre, je sais pas. Voilà, exactement. Et ben c'est un peu, pour vous résumer un peu le mémoire, c'est pour montrer qu'au niveau des institutions, il y a tellement de blocages. Enfin, on voit il y a des vides juridiques pour les mineurs, etc. Enfin, l'accueil est très compliqué et en fait l'hypothèse c'est qu'il n'y a pas eu cette rencontre individuelle avec ces jeunes et donc là... Moi, je peux dire du coup ce que j'aurais répondu. Bien sûr. Pour moi, rencontrer quelqu'un, c'est rejoindre la personne là où elle est. Rejoindre la personne. Ce qui est pas... Je suis pas très loin. Non, mais ce qui est quand même dit différemment. Oui, je vois d'autres ça se complète. Oui, ça se complète. D'accord. Bon, bah, voilà. Et si, voilà, donc tout à l'heure vous avez anticipé, si je vous posais cette question spontanément, en quoi l'arrivée pour vous des mineurs, des MNA, c'est une invitation à la rencontre pour la société? En rien. En rien? Globalement. Il n'y a pas d'invitation? Non, mais ils ne sont pas invités du tout. Ce qui dérange. Ah bah voilà, donc ça c'est le... Et pourquoi il dérangerait? Le mot invitation n'a aucun sens pour moi. Désolé. En fait, c'est un terme provocateur. Enfin, j'ai voulu spontanément parler d'invitation. non, mais pour... mais c'est vraiment pour... C'est incroyable. Voilà, Et de plus. c'est l'après-midi, je me suis dit que ça pouvait aller. Ah oui, donc c'est 3h30, mais non, bonne nuit. Non, mais pour moi, il n'y a aucune option. C'est pas une invitation. Le terme d'invitation n'a aucun sens, puisqu'ils viennent pousser ici, ou ils viennent de même ici, en n'ayant jamais été invités. Jamais. Il n'y a pas un mineur étranger qui vient inviter. Oui, exactement. Donc ils sont déjà pas invités. Et comme très franchement, la politique, moi ça fait 25 ans que je fais ça, n'a jamais été très accueillante, qu'elle est de moins en moins. Moi, être invité chez des gens où on me dit vous êtes trop vieux, pas assez jeune, nous emmerdez, prenez nos sous, etc. Pour moi, je m'en vais, je ne reste pas manger chez eux. Donc c'est vrai que ce jeune, il n'est pas invité. Et en fait, pour moi, voilà, c'est vraiment le constat. Enfin, en lisant, plus je lis, en fait, plus je me rends compte que c'est un peu grave. Parce que même pour les professionnels qui sont en lien avec ces jeunes, donc à titre individuel, en fait, ils se retrouvent dans des situations très compliquées. Parce qu'ils ont une évaluation à chaque fois de la minorité et de la situation d'isolement. Et parfois, ils sont obligés le jeune, même si les mineurs étaient déclarés majeurs, doit retourner à la rue. Parfois, les dispositifs sont saturés d'hébergement. Même s'ils sont connus mineurs, ils vont à la rue. Comment? Oui, il n'y a pas assez de place. Voilà. Et en fait, le professionnel se retrouve dans une situation très, très compliquée. Mais moi, je voulais dépasser un peu ces stades-là et me dire qu'en ayant cette relation avec le jeune, en fait, il a été enrichi humainement. Parce qu'au niveau de la construction, parce que dans ce mémoire, je parle de la construction d'identité, et il y a certains philosophes et anthropologues qui expliquent bien que l'identité d'une personne, elle se construit au contact d'autrui. Enfin, elle s'enrichit en fait. Je ne vais pas aller trop loin dans le sujet, mais c'est vraiment pour essayer d'oublier, c'est peut-être un peu naïf, ou d'oublier ce caractère un peu dramatique où le jeune est obligé de se retrouver à la rue, mais expliquer que cette personne-là est qu'elle peut pas passer à côté de cette rencontre en fait, qu'elle peut pas le laisser partir. Surtout, vous ne me demandez pas de venir durée de votre mémoire. Ouais, mais non, mais en fait, j'ai envie aussi qu'on casse un peu Et qu'on casse quoi? Qu'on casse le fait qu'ils ont une vie épouvantable, ils ont une vie de merde, qu'ils sont mal reçus, qu'ils ont derrière un passé traumatique majeur qui est complètement ignoré. C'est ça qu'il faut oublier.
Non, alors moi c'est complètement souligné dans le mémoire et je fais des citations aux défenseurs des droits qui expliquent là dans le démantèlement de la jungle de Calais dans l'ordre de la France qu'il y avait des maladies même qu'on ne connaît pas forcément nous en France spécifiques et ces jeunes sont... en fait l'État n'a pas pris en main cette question-là. Oui, dans ce que vous disiez avant, ce qui me donne des boutons, c'est Oui. que vous parlez comme une grande prêtresse que je ne citerai pas du traumatisme en France, qui croit avoir tout compris et qui a osé dire, et j'étais témoin, que la torture rendait les gens intelligents. D'accord. C'est un peu ce que vous avez dit. Comme ils ont vécu les épreuves, ils s'enrichissent. Non, c'était pas... Ah non, je parle pas des jeunes. Je parle de la personne qui est en face du jeune. D'accord, ok. Ah non, non, bien sûr, non, et c'est pour ça que je veux bien séparer les deux. C'est-à-dire que le jeune, il arrive avec le parcours migratoire, j'en ai cité, et d'ailleurs, voilà, on s'accroche bien parce que c'est... Il faut lire l'autre, hein. Vous avez lu l'autre ou pas? Comment? L'autre, c'est sur le Non, mais là, ouais, mais j'ai tellement de lectures là, à lire. Mais je l'ai noté, et je compte bien le lire avant ma soutenance, qui est le 11 septembre. Oh. Mais bref, donc moi, je vois que, voilà, pour faire simple, c'est que le mineur, il arrive traumatisé, il est seul, l'État doute de sa parole, enfin que ce soit les magistrats, etc. Enfin, je vais pas vous parler des symptômes psychiques, moi je veux vraiment creuser avec vous la rencontre. De se dire que ce professionnel qui est en face de ce jeune, il a tant à apprendre. Et il doit apprendre déjà, c'est un travail personnel, de se décentrer. C'est pour ça que je voulais vous parler de l'approche en fait... Non, il doit d'abord être formé à affronter le traumatisme. Voilà. Il a certainement à apprendre, oui, mais il a aussi à apprendre, surtout à apprendre avant à ne pas se laisser envahir par le traumatisme. D'accord. Surtout ce côté mauvaise réception dans les foyers, en partie, n'est pas le fait que les gens sont foncièrement méchants, c'est que les gens ne sont pas prêts du tout à entendre des histoires comme ça. Et c'est beaucoup plus simple de dire un jeune il ment quand il dit qu'il a été violé que d'imaginer qu'un jeune de 15 ans peut se faire violer en prison, en Guinée. Voilà. Donc le professionnel doit apprendre à être... Il doit être formé à ne pas trop être déprofessionnalisé par l'impact traumatique. Voilà. Ouais. C'est chic comme ça. Déprofessionnalisé, je sais pas si c'est un mot qui existe, mais par l'impact... C'est pas l'analogie. Pas traumatique. D'accord. Et donc pour vous, tous les mineurs non accompagnés ont vécu un traumatisme ou pas? À 100%. À 100%. Donc c'est bien, ça confirme, vous confirmez parce que je le... À 100%. Ok. Même les mineurs qui sont envoyés pour travailler sont traumatiques. Qu'est-ce que c'est cette famille qui ne voit aucun inconvénient à vous envoyer à 15 ans travailler en France? D'accord. Sans compter le trajet. Déjà dans l'idée que les parents chinois peuvent envoyer les gosses de 14 ans en France travailler. Qu'est-ce que c'est que ces parents? C'est des parents traumatisants. Voilà, qui les mettent dans l'avion et puis tu auras une vie meilleure là-bas. Et donc vous, pour revenir un peu à ce que vous faites, en tant que médecin psychothérapeute, vous avez fait le choix de ne pas parler de psychiatrie, c'est ça? C'est un choix ou c'est... Moi je pense pas que le traumatisme est une maladie mentale. D'accord. C'est pas la vie de tout le monde. Moi, je me dis il n'y a pas très longtemps avec un grand professeur, on était à deux sur la scène à faire notre numéro, et lui il défend l'idée que c'est une vraie maladie mentale. Moi pas. D'accord. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu votre action auprès de ces jeunes? Même si c'est moi j'essaie de les aider à déconstruire pour reconstruire. D'accord. À déconstruire. Pour mieux reconstruire. Vous ne pouvez pas construire une maison neuve sur des fondations abîmées. D'ailleurs, j'ai discuté avec Marie Cassagne, que vous connaissez peut-être. Je l'ai accompagnée, on est allé à l'ambassade du Congo. D'accord. Qui est en train même d'écrire un livre sur les mineurs non accompagnés. Et elle m'expliquait un peu que ces jeunes parfois portaient la facette pour se protéger. Et qu'arrivée, elle m'avait raconté un jeune qui avait rajeuni parce qu'il se sentait, sentait accompagné suite à votre rencontre. Donc, et c'est pour ça que cette phrase me parle. Voilà. Est-ce que, selon vous, il y a des freins à la rencontre? Bon, là, ça va être au niveau individuel. Est-ce qu'il y a une personnalité? Il y a des personnes qui sont... Est-ce que c'est une question de personnalité? Est-ce que c'est une question d'éducation? D'être ouvert à la rencontre? Le frein est pareil au niveau de l'intervenant. Voilà. Oui, mais je pense que rien que la différence culturelle, les gros guillemets, est un vrai frein. Voilà, la différence culturelle. Par exemple, qu'est-ce que c'est? Comment tu me parles en baissant les yeux? Regarde-moi dans les yeux. Oui.
on est dans un enfant respectueux qui ne regarde pas l'adulte dans les yeux, Oui. et qui se fait traiter de fourbe parce qu'il ne regarde pas l'adulte dans les yeux. Mais avec ça, Exactement. le frein Oui. est majeur, c'est un frein à main qu'on n'arrive pas à défaire. Après, Puis que ce soit pour une personne je veux dire, dans la masse là, à Paris qui rencontre ce jeune, ou pour un professionnel. Ça, voilà. Et puis je dis, pour moi, ces jeunes traumatisés, le traumatisme est un énorme frein à tout ça. Subitement, on se retrouve face à des choses qui sont insupportables. Le traumatisme pour des deux côtés, quoi. Pour le jeune en parler. Pour les jeunes qui transmettent ça sans le vouloir à celui en face, ça devient très vite insupportable. Transmis par le jeune et reçu, entre guillemets, 100% ou 200% ou 300%. Par l'interlocuteur, quoi. Et c'est d'autant plus important que l'interlocuteur n'est pas formé. Plein ne sont pas formés. Oui. Bah, c'est pour ça que je parle en fait dans mon mémoire de l'approche en fait interculturelle, voire transculturelle pour les intervenants, pour qu'ils apprennent à décoder tous ces implicites pour ces jeunes et éviter voilà, de les enfermer un peu dans cet univers nouveau pour eux, complètement déstabilisant. Et pour éviter aussi, alors c'est une hypothèse, deux formes extrêmes de l'acculturation. L'acculturation, c'est quand voilà, le jeune s'adapte à un nouvel environnement culturel. Donc soit il refuse sa culture d'origine, ou soit il refuse la nouvelle culture, donc les ghettos, prise de ghetto, etc. Est-ce que pour vous, cette approche, elle est indispensable ou pas pour, Une approche interculturelle, oui, transculturelle. Je pense que ça, C'est une bonne partie d'illusions théoriques et académiques. Parce que vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez, vous ne connaîtrez jamais une culture. Une culture ne peut pas se limiter à un pays ou à une ethnie. Dans chaque ethnie, dans chaque pays, il y a des différences. Moi, je me suis marié avec une femme qui habitait à 11 km de chez moi. On avait des mots qui n'étaient pas communs, des pratiques qui n'étaient pas communes. Pourtant, on était tous des ch'tis, de l'ethnie ch'ti. Ah, mais je suis une ch'ti. Tant pis pour vous. Voilà. Condoléances. Même le pays de la France, Oui. il y avait une ethnie ch'ti en haut. Oui. Et on habitait dans le même île où les Tourcoing. Moi, j'étais Tourcoing, elle était Lille. Il y avait des mots qu'on n'avait même pas en commun. Voilà, je suis née à Lille, donc je comprends l'écart culturel. Mais c'est vraiment comme ça. Oui. C'est pour ça Mais... je pense qu'apprendre la culture, ça ne veut rien dire. Oui. Moi, je Par pense contre, que ça peut, l'apprendre de l'autre. ça peut même être dangereux dans le sens où on peut avoir l'impression de connaître. Et alors qu'en fait, on n'en sait rien, on va détecter un... Moi, je vais plus loin, c'est que quand on a l'impression de connaître, on impose à l'autre sa culture. Chez vous, on dit comme ça. Hein? Ah, moi, je sais que chez vous, chez les Peuls, ça ne se passe pas comme ça. Le résultat, chez moi, ça se passe comme ça, mais tant pis, j'ai pas le droit. Alors, ce serait quelle approche? Donc, Je vous dis individuel. Ah, vous venez du Mali, mademoiselle. Vous êtes excisée, donc. D'accord, ok. Oui, oui. Voilà, Donc, une la approche... monstruosité que Ok. c'est. Donc, ce serait vraiment une approche individuelle. Oui. Parce qu'en fait, dans le mémoire, Et j'en parle. bienveillante, moi, je Voilà. dirais. Exactement. Ouais. Moi, je suis très, très frappée par le fait qu'il y a beaucoup de psychologues, voire de psychiatres, en tout cas j'en entends parler, qui ne croient pas leurs patients. Il n'y a aucune spécialité médicale où on prendrait le risque de ne pas croire un patient quand il raconte ses symptômes. On ne dira jamais il ment. À la fin, on se rendra compte, ah bon, il est peut-être pas très bien, ça ne correspond pas à une maladie, etc. Et quand on écoute les psychologues et les psychiatres, ils arrivent tout de suite en disant, enfin, pas tous, hein, disons, mais on a souvent, c'est une mythomane, c'est une hystérique, elle raconte n'importe quoi, ou je sais rien. C'est hyper choquant. Ouais, mais c'est très choquant, moi. Alors que nous, on est capable de croire que la syphilis s'attrape sur les toilettes. Quand les gens nous disent ça, on ne dit pas, vous foutez de notre gueule. On dit, ah oui, ça arrive. Les gens, ils se demandent, mais c'est pas grave. Oui, non, mais c'est... Enfin voilà, non, mais je trouve que... il faut d'abord être bienveillant et essayer de, au lieu de se méfier tout de suite des gens, bah quand même, au bout d'un moment, on peut se rendre compte que c'est rien, il n'y a pas non plus que des anges sur Terre, hein, mais c'est... mais voilà, être bienveillant et accueillir la personne comme elle... Là où elle oui, comme elle est, et pour essayer, ouais, justement, bah, dans l'histoire de la rencontre, de la rejoindre là où elle est, plutôt que lui demander de répondre à nos critères, parce qu'on connaît tel truc sur tel pays, et tout ça. Et dans le mémoire, en hypothèse, je disais, voilà, je parlais de ça, qu'on peut vite tomber dans les clichés en disant, ah, toi t'es comme ça, et en final, c'est une forme de discrimination. Et plutôt que ce soit la personne qui parle de son vécu, et c'est par cette méthode-là où on connaît... C'est plus qu'une situation, c'est une violence. Ah, vous êtes malienne, donc vous êtes excisée? Ah non. Ça veut dire quoi? Pour me revendiquer malienne, je vais me faire exciser?
Donc ça veut dire que finalement cette approche interculturelle elle sert à rien, c'est ça. Enfin, Je ne vous autorise pas à marquer ça, non, je pense que c'était tout à fait en off, je pense que tout ça est une vaste escroquerie. oui. Plutôt une écoute de l'autre, du coup, une écoute de Une l'autre. vaste escroquerie, que cette ethnopsychiatrie, machin truc, c'est du maraboutage remboursé par la Sécu. Donc plutôt de l'écoute, voilà, l'écoute de l'autre, l'écoute en priorité, le temps et l'écoute. Enfin, en fait, dans le mémoire, à la fin, j'explique au niveau individuel, ce qu'il faut, c'est voyager, enfin, se laisser toucher par une culture, prendre le temps avec l'autre, voilà, de l'écouter, de voir un peu... Tout ça en 4 mois, en 3 mois, et pour Voilà, avoir une décision, et pour avoir un placement et un foyer. oui, alors que, voilà, c'est... Pour prendre le temps, Oui, mais le temps. on n'a pas le temps, voilà. Ok, donc finalement, si on n'avait peut-être pas ces approches interculturelles qui coûtent très cher, ces formations, etc., peut-être que le temps, voilà, il y aurait plus de personnes du coup, et peut-être Plus plus d'argent. de temps. Voilà. Parce qu'une séance d'ethnopsychiatrie, c'est 350 balles. Hein. Donc sans ces approches, ce serait une économie en fait. Enfin, moi, je dirais pas ça, ne mettez pas ça, ne mettez pas, vous dites ça. Non mais je réfléchis à voix haute. Hein. Oui, mais Marc ne me dit pas, malgré qu'il n'y a Ouais. pas d'autoritaire, t'as dit que j'ai déjà pas beaucoup de copains, alors je l'ai plus. Non, mais c'est sûr que c'est vrai. Et sinon, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous a marqué dans votre métier Mais Racontez moi, je suis pas obligée de réfléchir, donc je vais pas m'inspirer, hein, mais je vais réfléchir quand même. Racontez dans ce que j'ai dans Ce qui a marqué quelque chose. Dans votre livre, vous expliquez bien que ces jeunes qui se relèvent, ça vous marque. Enfin, de voir un jeune qui paraît beaucoup plus jeune parce qu'il guérit. Moi, ce qui me marque, c'est de voir des jeunes malheureux. Mm. Moi, ce qui me marque le plus, c'est qui pourrait me démolir si je n'ai pas aidé, ce serait justement ça. De voir, c'est quand même malheureux, c'est invraisemblable. Et qu'on puisse en France oublier qu'il n'y a pas d'enfants de là-bas et d'enfants d'ici, c'est qu'il y a des enfants tout court. Moi, le gamin que j'ai adopté, qui a 14 ans et demi, on l'a mis à l'hôtel pendant 6 mois tout seul. Est-ce qu'on ferait ça à nos enfants? Enfin, je ne sais pas, peut-être vous le feriez, moi. Est-ce que c'est juste acceptable qu'on mette un enfant, alors sinon c'est un enfant de là-bas? Est-ce que cette idée de l'enfant de là-bas et l'enfant d'ici justifie? Pour moi, non. Moi, c'était... non, c'est pas très loin. C'était de me rendre compte jusqu'où peut aller presque la résistance humaine face à la souffrance, ou la souffrance humaine, et aussi, parallèlement à ça, l'horreur humaine de ce que les hommes sont capables de faire aux autres. Et du coup, de ce que les hommes peuvent souffrir. Ouais, et moi, ce qui m'a exactement... En fait, c'est en lisant ce livre, d'ailleurs, je peux pas le lire comme ça, hein, parce que je crois que c'est au-delà de l'imaginable. En fait, c'est... Si ça ne l'est pas, c'est vous êtes torsionnaire. Ouais. Et je me suis dit aussi, tous ces enfants qui arrivent là, s'ils ne se sentent pas accueillis ni aimés, c'est des futures personnes qui vont être blessées et qui seront peut-être potentiellement... parce qu'une personne qui n'est pas aimée n'a pas forcément envie de faire le bien. Et ces jeunes sont l'avenir aussi Oui, mais je suis désolé, mais ça c'est des raccourcis. C'est des jeunes qui arrivent ici dans cet état-là et qui sont aimés, ils n'y croient pas, ils se demandent pourquoi ils sont aimés, qu'est-ce que ça cache. Ouais. Donc il y a un vrai oui, boulot à faire. Oui, d'accord. Il ne suffit pas de dire à beaucoup de mon vieux, ici on t'aime, je t'aime. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Oui, j'ai jamais vécu ça, pourquoi subitement ils vont m'aimer. Puis pourquoi cette espèce de blanc là, même, ça veut dire quoi? Oui, donc ça demande du temps et des soins. Alors j'avais noté une approche, des soins somatiques pour certains et psychiques pour en fonction de... Les deux vont ensemble. D'accord. Les deux vont ensemble. Vous ne pouvez pas dire on s'occupe de ta tête, pas de ton corps. Enfin, moi je peux pas. Moi j'ai avantage. Pour nous l'avantage ici c'est que moi je suis médecin et psy. D'accord, donc pour vous privilégiez une approche médicale. Approche au sens large. Globale en fait. Oui, au sens large. Mais c'est possible de faire ça pour tous les jeunes? C'est ce que je fais. Oui. Parce que là, du coup, vous recevez les mineurs du département Île-de-France, des mineurs. Je reçois des mineurs de Montcuq, de chez Mme Cassagne, qui est dans le Lot. Oui. J'en reçois un qui vient d'Alès, j'en reçois un qui vient de Besançon. D'accord, oui. Donc, moi, je m'en vais travailler par-ci, par-là, en France. Alors, plus ils sont prêts, mieux ça va. Moi, je vais à Rouen, travailler à Rouen, c'est quand même pas tout près non plus, c'est la province.
Et donc pour en revenir oui, par rapport à la rencontre, souvent en fait le face-à-face, ça peut être déstabilisant pour des jeunes, voire bloquant. Et donc j'aborde un peu la question des pratiques artistiques. Parce que c'est un moyen pour le jeune, un autre espace, de s'exprimer différemment et de... Voilà, peut-être de se sentir moins menacé. Et pour vous, c'est quoi l'impact des pratiques artistiques pour ces jeunes? Je sais pas ce que c'est une pratique artistique. L'expression, un lieu... Enfin, une pratique artistique, je dirais, c'est quand on donne à un jeune les moyens de s'exprimer différemment. Oui, mais On lui propose une activité par an, voilà. Mais, Et... moi, nous ici, on nous amène au concert à l'Orchestre de Paris, on nous amène au théâtre, etc. On a une prof de musique qui vient, mais il faut que ce soit parfaitement cadré, on sache où on va, et ça, c'est pas de l'art-thérapie. On a un art-thérapeute qui vient, et ça, c'est de l'art-thérapie. Oui, oui. Là, je parle pas de l'art-thérapie. Mais une pratique artistique, oui, mais le problème qu'il y a, c'est que les pratiques artistiques doivent être sacrément cadrées, parce que tous les gens qui font ça, débordent, puisque tu as parlé de traumatisme, etc. Pour moi, Alors, ça, c'est hors de question. Voilà, et ben vous répondez un peu à... Enfin, c'était un projet que je voulais faire au début, c'est faire du théâtre forum avec des jeunes, des mineurs accompagnés d'apprentis d'Auteuil. Donc j'étais partie pour travailler ça avec les équipes éducatives, avec des... Enfin voilà, voir un peu si les jeunes avaient envie, etc. Et en fait, j'avais pas assez de temps pour le faire. Et voilà, des personnes m'ont dit ça. Voilà, j'étais pas formée, on m'a dit ça va être n'importe quoi, et ça va raviver, ça peut raviver... C'est n'importe quoi et ça ravive. Moi j'ai encore un tatou récemment d'une pseudo-art-thérapeute qui est venue, qui maintenant en supervision sera beaucoup mieux. Oui. Et dans mon bouquin que vous n'avez pas lu malheureusement, bon bah je le dirai enfin. Je parle du dégât que fait un faux art-thérapeute. Où il demande à un gamin de jouer sa vie. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? D'accord, ça peut faire des dégâts. Les gens font ça, moi l'autre jour j'ai une gamine qui vient me dire on a une espèce d'art-thérapeute chez moi, je ne veux plus y aller. Je dis pourquoi? Je dis non, je ne veux plus y aller. Je fais un courrier, puis je me demande pourquoi je ne veux plus y aller. Elle dit la dame, elle m'oblige à jouer la colère. Mais toute ma vie, j'étais interdit d'être en colère. Pourquoi je veux jouer la colère? Et vous voyez, elle apprend, on va jouer des émotions. Tout ça, c'est de la connerie. La piste de chat, c'est des gens qui n'ont aucune culture, aucune connaissance à rien, et qui s'autoproclament, je suis ceci, cela, et qui font n'importe quoi sans se rendre compte que c'est dangereux. Donc pour vous, ce serait quoi plus? C'est vraiment encadré par qui? Avec des gens formés à ça. Et encadré par qui? Parce que former, si la pratique artistique en soi, ça n'a pas lieu de... Ça n'a, enfin, c'est... Non mais tu veux dire, former, nous, tous les bénévoles qui travaillent ici, ou les professionnels, passent par une formation avec moi. Et après, on a des réunions d'équipe pour justement baliser le cadre régulièrement. En fonction du jeune, c'est ça? En fonction de leur activité, non, je parle des gens de l'équipe. Ah, j'ai eu un problème, quand j'ai emmené les machins, il y a eu ça, il y a eu ci. Mais si vous n'êtes pas un minimum formé... Et accompagné. Oui, accompagné. Moi, j'avais un monsieur âgé, cambodgien, qui s'appelle être un enfant soldat de Pol Pot. Okay. Qui me dit le Cambodge, je veux en parler. Je demande à l'art thérapeute de faire une visite au musée Guimet pour lui montrer, il s'en va, il revient démoli. Je me dis c'est dommage, moi j'avais l'idée de lui montrer l'art cambodgien. Il me dit pourquoi vous m'avez envoyé là? Parce que j'ai vu des statues où il n'y avait plus de jambes. C'est comme les enfants soldats qui ont sauté sur les mines devant moi. Vous voyez que même là, heureusement que c'était cadré, l'art thérapeute est venu me voir en me disant je suis embêté parce que monsieur machin, en route, il s'est arrêté un moment, il dit qu'il était fatigué. Mais il s'est plaint de rien, monsieur. Et comme l'art thérapeute était quand même formé, il s'est dit tiens c'est bizarre, pourquoi il s'arrête? Il lui a parlé. Moi j'ai parlé au bonhomme. D'accord. Donc finalement, avant même de commencer quoi que ce soit, une pratique artistique, une prise en, je vais pas dire prise en charge, mais un accompagnement médical pour le jeune, et peut-être là, du coup, Et une formation à ce que c'est le traumatisme, est-ce que voilà. ça donne Pour les accompagnateurs. Nous, les profs de français passent à la formation, c'est obligatoire. Il y en a un qui ne voulait pas, je dis non, vous choisissez, si vous venez ou vous partez. Pour tous les professionnels voilà, du parcours de l'association. Tous, bénévoles, salariés. Ok. Et alors du coup, comment selon vous il est possible d'accompagner les acteurs sociaux pour aider au mieux les jeunes dans leur reconstruction? On l'a déjà dit, c'est les accompagner un peu, voilà, les sensibiliser aux traumatismes que peuvent vivre les jeunes. Pour accompagner les acteurs sociaux dans leur reconstruction, des jeunes. Comment par exemple un éducateur... C'est à chaque fois votre façon de formuler, je comprends dans votre sens. À l'envers? Moi je comprends dans le sens. Par contre, je suis peut-être pas très claire, donc ça me rassure qu'on me le dise. Si, vous êtes très clair, mais... Bon, c'est ce qu'on a
Voilà. Formation, être formé, être supervisé. traumatisme, être supervisé. Et accepter de se mettre en cause. D'accord, ouais. Ou accepter de douter. C'est pas mal. Et de connaître ses limites. Alors peut-être que je me suis mal exprimée tout à l'heure, parce que quand je disais l'accepter de se remettre en cause, je parlais de cette approche interculturelle. Pas dans le sens de connaître la culture de l'autre, mais c'était plus dans le sens, bon, il y a quelqu'un en face de moi, moi, ma vision, mon cadre de référence, j'ai grandi dans telle famille, j'ai reçu telle culture, c'est de se décentrer et se voir un peu comme un objet, pour pouvoir après entrer dans le système de référence de l'autre. C'est-à-dire, mais et essayer de, voilà, de... C'est J'ai vraiment pas dire. intéressant. Jamais j'ai eu l'idée que je puisse devenir un objet. Moi, j'ai écouté, c'est intéressant. Non, mais après, je dis ça avec des gros mots, enfin là, c'est une manière de discuter, mais Oui, c'est... moi, c'est ce que j'entends. Oui. Je comprends pas. Bah, pas comme un objet, pardon, oui. C'est vrai que c'est vulgarisé, mais... Moi, ça m'intéresse beaucoup de comprendre comment ça marche chez toi, parce que chez nous, ça marche pas comme ça. Voilà, c'est un peu ça ce que je voulais dire. Mais pour Mais faire ça... Voilà, je suis pas devenu un objet. Je suis devenu... Oui, oui, bien sûr. Mais c'est important, parce que Oui, les patients victimes sont devenus des objets pour les tensionnels. Oui, exact. Voilà. Donc, Attention oui. aux termes, mais Oui, mais c'est vous faites important. bien, et heureusement que je discute, parce que je serais un peu dans... Déjà, je suis un peu dans un nuage, bah alors là, sinon je suis complètement déconnectée de la réalité. Donc attention On va le faire, c'est parti. au mot objet. Et sinon, comment on peut connaître le cadre de référence, enfin, la façon de voir de l'autre? Est-ce que c'est possible de se mettre à la place du jeune Emena et de... C'est ça. Comment est-ce qu'on peut se mettre à la place du jeune Non, mais pourquoi on peut pas les se mettre mettre. à sa place? à la place du jeune? Laissez-le à sa Mais place. Restez-vous à la vôtre, et c'est comme ça qu'on construit. Je On pense ne que... peut pas le mettre à sa place. Et je pense que c'est dangereux. Si vous Ça. faites violer à chaque fois que vous entendez une histoire de viol, Oui. on tient Oui, pas. c'est vrai. À la fin de la journée, on pose ça d'émission. Non mais c'est Oui, vrai. Hein. non mais exactement. Il faut faire un adulte sexuel, après vous en mettre. Ouais, non mais oui. Non mais c'est... on peut pas se mettre à la place du jeune. D'accord. Donc finalement, cette approche de connaître le système de... Enfin, comment expliquer je pense que je mets pas les bons mots. C'était aussi pour connaître tous ces implicites, en fait. Pour comprendre un peu comment il se comporte. Par exemple, un jeune dans une MEX, donc maison d'enfance à caractère social, qui la nuit, voilà, est complètement déstabilisé en dormant dans un lit. Et veut rejoindre, par exemple, d'autres jeunes dans leur chambre. Et en fait, si l'éducateur entend ça, il se dit « Oh, mais il y a quelque chose qui ne va pas, etc. » sans essayer de comprendre ce que cela veut dire pour ce jeune, par exemple, dans son pays d'origine. C'est qu'il est habitué à dormir par terre. C'était une société plutôt traditionnelle, et ils dormaient tous ensemble dans la même pièce. Donc c'était complètement naturel pour ce jeune de vouloir aller rejoindre un autre jeune qu'il ne connaît pas ensemble pour être dans la communauté. Je sais bien que ces éducatrices portent une burqa, comme ça ils ne sont pas dépaysés. Non, c'est pas dans ce sens. C'est Oui, comment on gère, voilà, comment du coup cette transition l'a fait. Comment elle est possible? On négocie sur ce qui est faisable. Voilà, c'est une négociation. Et ça C'est une faisait... négociation, parce qu'il n'y a Voilà. pas question que nous on transforme. Enfin, pour moi, on me dit que j'étais néocolonialiste et je m'en fous. Moi, il n'y a pas question que je m'habille comme un Afghan quand j'ai des Afghans, que je m'habille comme un Africain quand j'ai un Africain. Oui, je m'habille comme ceci, et bien etc. sûr. Pour qu'ils soient Alors, dépaysés. en fait, moi je parle de cette approche-là Et il n'y a pas interculturelle, question- en fait. Oui, mais c'est pour ça que je dis ça, ça ne me convient pas du tout. Il n'y a pas question que eux, subitement, se mettent à me regarder, à me parler comme ça, etc. À manger en levant le coude et en pas en baissant la tête, etc. Voilà, donc c'est une forme de négociation. C'est un peu comment... C'est pas une négociation officielle. Oui, bien sûr. Mais tout est à. Mais- Tu sais, bonhomme, je suis désolé, moi, dans ta chambre, tu couches par terre, pour nous, c'est très compliqué. Alors, on va dire que pendant quelques semaines, peut-être que tu peux le faire, mais il faudra t'habituer après à aller dans ton lit. Oui, d'accord. Aller dans la chambre des autres, tu sais, ça peut être très, très embêtant pour les autres, ils ne sont pas forcément habitués à vivre comme toi. Voilà. Coucher dans le même lit qu'un autre, peut-être que chez vous, ça ne pose pas de problème, chez nous, ça peut poser des problèmes. Oui, donc finalement, enfin moi j'appelle ça en fait approche interculturelle. C'était pas apprendre forcément sur le pays, enfin sur les coutumes, etc. d'un autre pays, c'est plus comment moi, Victorine, Alice, je rencontre toi, je vais pas dire Yasmine, je sais pas, toi le jeune, Oui, c'est apprendre- et comment c'est voilà, apprendre ce ensemble, truc. et c'est très naturel en fait comme... Mais c'est apprendre sa culture. C'est que, madame, je suis désolé, mais tu dis que tu veux coucher dans la même chambre, dans le même lit que ton copain, machin. Chez toi, on fait comment chez toi? Moi, j'ai travaillé pas mal de fois en Afghanistan. Et moi, je vis, quand je vais coucher dans la chambre où je suis, on met un matelas par terre, mon fils a un matelas à côté, et puis des fois, la nuit, la porte s'ouvre, un type rentre avec son matelas, et il pose, et en le matin, en se réveillant, on est 6 ou 7. Oui, voilà. Ouais, chez nous, en France, ça paraît Voilà. absurde. Donc, voilà, donc c'est pour ça que leur arrivée de ces jeunes en France, il y a toute cette phase
d'acculturation, de comprendre les codes culturels, etc., qui va mettre du temps. Mais je veux dire, le professionnel, il doit aussi se positionner voilà, dans cette phase de négociation et pas être très dur en disant non, mais tu fais pas comme ça, tu fais comme ça, et que ça soit vécu pour le jeune comme un ordre, un impératif. Et c'est ce qui peut provoquer aussi après la ghettoisation, où le jeune va vouloir retrouver ses amis, la communauté d'origine, enfin je veux dire des personnes de sa famille s'il il en a en France, et ces personnes qui vont se sentir complètement en marge de la société. Voilà. Donc Oui, mais il ne faut pas oublier quand même que c'est bien, mais ça a une limite justement, c'est ce qu'on dit, c'est qu'on est quand même en France. Donc voilà. tout en étant accueillant et bienveillant, il faut quand même qu'ils petit à petit qu'ils apprennent à vivre en France. Parce que si on les laisse vivre que tout comme chez eux, ils vont avoir des problèmes. En Afghanistan, ils roulent n'importe comment, on peut prendre les routes à sens inverse, etc. Il y a deux voies, les gens roulent dans deux sens sur les deux voies. C'est pas parce qu'ils sont en France qu'ils font pareil. Voilà. Donc finalement, en fait, tous ces jeunes qui arrivent, c'est vraiment le devoir de la France de les accueillir et de leur apprendre, d'entrer dans cette relation avec eux, de regarde un peu comment ça se passe ici, et que eux entrent dans ce processus d'acculturation pour qu'on évite les ghettos ou bien le jeune qui oublie, qui renie sa culture. Et après, ça peut être des traumatismes pour eux aussi. Le jeune, quand on lui parle de sa famille, oh non, mais moi je connais pas ce pays-là, qui commence à vouloir apporter que des vêtements de marque, etc., pour s'identifier, même si c'est l'adolescence, donc c'est un peu une période où la personnalité est en construction, mais ça peut arriver aussi pour un jeune qui n'a pas vécu ce parcours migratoire, mais que cette phase de transition soit vraiment accompagnée là en France pour éviter qu'après ce soit du n'importe quoi et que... Tout à l'heure, vous disiez, oui, ils ont tout leur pays, très souvent ils arrivent, leur pays, ils veulent plus entendre parler, et après ils veulent rien entendre parler de leur pays. D'accord. Tout ça n'est absolument pas fixé. Oui. Ok. C'est quel mot, hein? Ah bon, d'accord, ok. C'est bizarre qu'il y a une éducatrice. Mais pas de problème, je vais rien, j'arrive. Merci. Et du coup, est-ce que, je vais terminer par l'inclusion. Ça va être l'objet, je veux dire, en soi, ce qui serait beau, c'est que ces jeunes puissent être membres de part entière. D'ailleurs, j'ai vu vous proposer un programme pour les mineurs non accompagnés, de groupe de réflexion un peu sur qu'est-ce qu'être citoyen, etc. C'est ça, j'ai vu les petites cartes. On essaye de faire ça. D'accord. La France, c'est pas tout. Et est-ce que l'inclusion, c'est jeune? Parce que c'est des jeunes qui grandissent, qui vont vouloir continuer leurs études, s'ils le peuvent, et qui vont vouloir trouver un travail, etc. Donc d'insertion par inclusion. Ouais, comment? On parlait d'insertion. Oui. C'est-à-dire qu'ils apprennent à vivre, à travailler, à habiter chez nous, tout en gardant leurs origines. Voilà. Mais on peut... L'inclusion, c'est pas ça. L'inclusion, c'est on met du sucre dans l'eau, le sucre est inclus dans l'eau, et l'eau est sucrée. Ah, pas forcément. On peut avoir une inclusion. On peut avoir une inclusion en gardant ses racines. Je vous donne mon idée. Oui, d'accord. Oui. Moi, je préfère le mot insertion. Oui, après, ça c'est... Ils s'insèrent chez nous, en restant ce qu'ils sont, et en gagnant de choses en plus. Voilà. Et du coup, de ce mémoire, en fait, pour ça, cette visée, c'est aussi d'expliquer à cette société que que ces jeunes ont un potentiel remarquable. Je veux dire, j'ai eu des témoignages d'éducateurs qui en parlent comme des jeunes exemplaires, très responsables, très matures, et que c'est des... Je vais pas dire que c'est une fuite des cerveaux, mais que c'est des jeunes... On peut parler simplement, pour l'opposer à la régression dont nous parlons d'habitude, de progression traumatique pathologique, ou de prématuration pathologique. On pense aux fruits qui deviennent trop vite mûrs et savoureux quand le bec d'un oiseau les a meurtris. Oui, donc c'est une fausse maturité. Okay. Qu'on leur rende un truc de jeune, déjà, ça sera pas mal. Ils veulent grandir trop vite. Ils ne demandent pas forcément. Et qu'on arrête de croire que parce qu'ils travaillent bien en classe et qu'ils sont matures, responsables, ils vont bien. Voilà, oui. Je suis désolé, parce que je non, votre truc. Mais non, mais je préfère parce que j'ai envie de le revoir, parce que si je... Voilà. Parce qu'ils sont... Lisez Sandor Ferenczi, ça vaut ça, c'est pas cher, ça vaut 5 €. Moi, ça va bien. Confusion de langue entre les adultes et l'enfant.
Pardon, c'est quoi? Confusion de langue entre l'adulte et l'enfant. Confusion de langue entre l'adulte et l'enfant de... S'endort, faire un enfant. Ok. C'est pas gros à lire, ça. Ils sont mûrs trop jeunes, donc finalement... Non, ils sont mûris trop jeunes. Voilà, ils ont mûri trop jeunes. Ils sont mûris trop jeunes, c'est pas, ils sont piqués par un bec de l'oiseau. C'est pas qu'ils sont mûrs trop jeunes, c'est qu'ils sont obligés de mûrir parce qu'ils sont obligés de... Et on appelle ça de la compétence. Là encore une fois, on transforme quelque chose d'affreux, quelque chose de merveilleux. Il n'y a plus qu'à dire après qu'ils sont résilients. Moi, je suis vachement content. Ouais, non, mais ça, c'est l'horreur. Et c'est pour ça que je veux pas tomber. Parce qu'en fait, quand on entend les discours beaucoup, enfin, j'avais été, bref, à des conférences, on disait oui, c'est un potentiel d'émigration, etc. On les voit comme des futurs potentiels, en disant ils ont des capacités, ils vont augmenter le PIB, j'exagère, hein, je grossis les traits, hein, du pays, c'est des bons petits soldats pour la France, ils sont courageux, etc. Beaucoup d'enfants soldats, ça c'est pas encore mieux, c'est des bons petits soldats. Mais c'est fou. Alors, du coup, ce que je veux dire, en quoi c'est une invitation pour la société, je ne veux pas tomber, et c'était ça aussi de la part du jury, hein, invitation à titre économiquement, c'est quoi ces jeunes pour la société, mais de quitter cette vision-là, pour leur dire, mais est-ce que vous avez prêté attention à leur parcours migratoire? Donc c'est plutôt une invitation pour moi à la bienveillance aussi. On fait des maçons et des plombiers dans le migratoire. Comment? On fait des maçons et des plombiers, des couvreurs, on va pas se creuser la tête. Donc c'est plutôt une invitation, ce serait quoi pour cette société? Même s'il n'y a pas d'invitation. Qu'est-ce que c'est? Pour moi, il n'y a pas d'invitation du tout. Ouais. Il y a un accueil forcé, c'est tout à fait différent. Et je suis sûr que vous proposeriez une loi comme quoi les mineurs sont expulsables et j'en voterais. Donc c'est un accueil forcé de ces jeunes, bah oui, parce que que c'est au niveau des politiques internationales et européennes. Je ne pense pas que globalement tout le monde est comme ça. Je pense que pour beaucoup d'endroits, c'est un accueil forcé. Ils sont là, on est obligé de les soigner, on les prend. Et vous ne croyez pas que, par exemple, à titre individuel, des personnes pourraient, une personne, je sais pas, un citoyen lambda peut se dire non mais c'est un... Je veux dire, il y a beaucoup qui se disent ça. C'est comme vous l'avez fait avec ce jeune qui adore, enfin qui a... Oui, mais plein de gens disent ça. RESF, ils disent c'est intolérable. Voilà, RESF. Mais malheureusement, c'est pas la majorité. Voilà, mais à mon avis, c'est pas parce que c'est pas la majorité que cette prise de conscience, elle peut pas se faire. J'ai juste dit que globalement, actuellement, l'accueil en France, pour moi, n'est pas du tout une invitation. C'est subi. Par la société. Par la société. Par l'État français. Par la société, par l'État français. Par les institutions en France, c'est subi. Subi par la société. Il y a très peu de gens qui vont vous dire qu'est-ce qu'on est heureux de les marins, mais on vous dit ça coûte cher. Mais d'un côté, on peut pas être heureux parce qu'on sait que leur parcours, ils ont été obligés de quitter. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, à mon avis, ces jeunes? Je suis un peu provocatrice quand je dis. Voilà, à titre individuel. Considérez-les comme des jeunes. Comment? Considérez-les comme des jeunes. Ouais. Le but pour nous, pour moi, c'est de ramener à être plus jeunes, d'avoir 18 ans d'âge mental, psychique quand ils ont 18 ans, et qu'on puisse les considérer comme des jeunes, et pas comme des étrangers qui arrivent, comme des compétents qui arrivent, etc. C'est des jeunes, ils sont les débrouiller, ils déroulent très bien. Et du coup, on les accompagne gentiment. Parce que, bon, après c'est peut-être un peu, je sais pas, bisounours ou... mais là, le mémoire, c'était aussi qu'en fait, cette crise migratoire qui a lieu, parce que ces jeunes sont sont à cheval entre la protection de l'enfance et aussi tout ce qui touche au statut de migrants, de réfugiés, etc. Enfin, deux problématiques, alors que c'est des enfants. Et la question, c'est cette crise migratoire, ça peut être l'occasion, comme toute forme de crise, de remettre en cause la façon dont les gens accueillent, et que du coup, ce serait une invitation à la bienveillance en France. C'est vous, c'est pas moi. Ouais. Je suis désolé, il faut que j'ai quelqu'un qui m'attend. Donc il y a pas, donc vous, ça va pas ça. Pas... Pardon? Oui, donc c'est bisounours. Non, c'est une merveilleuse idée. Mais la crise migratoire n'a fait qu'exacerber. Il y a eu un moment quand ce gamin est mort sur la plage. Oui, en introduction, je parle de Achan. On a eu Aylan. Oui. On a eu un moment, une période d'une semaine d'euphorie. Maintenant, on est retombé dans la même chose. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces gens? On peut pas accueillir, etc. Si vous voulez continuer avec notre Chamois, si ça normal. Allez, moi je vais aller parce que j'ai quelqu'un qui m'attend et j'ai parlé dans la classe ce soir. En tout cas, merci. Mais je vous en prie.